Une fête étincelante sur un yacht, une épouse enceinte et un mari millionnaire dont l'orgueil éclate en violence. Avant que quiconque ne puisse réagir, il la pousse dans la mer, sous les yeux des invités et de leurs caméras. Mais ce qu'il n'a jamais compris, c'est qu'elle n'est pas sans pouvoir. Elle détient les véritables clés de l'empire qu'il croit contrôler. Ce qui suit est une histoire d'arrogance, de trahison et d'un renversement du destin si choquant qu'il vous laissera sans voix. Croyez-moi, vous ne devinerez pas la fin avant que nous n'y arrivions ensemble. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serons ravis de vous lire. L'océan était calme, le soleil brillait au-dessus et le tintement des verres emplissait l'air. Sur le pont d'un yacht de luxe, les invités riaient et posaient pour des photos, convaincus qu'ils assistaient simplement à une nouvelle fête somptueuse organisée par un homme qui semblait tout posséder. C'était un millionnaire avec du pouvoir, du charme et un ego qui dominait les vagues. Il voulait que le monde voie sa richesse, il voulait que les caméras enregistrent sa gloire, mais sous les paillettes du champagne et le bois poli du pont, une autre histoire se déroulait, une histoire qui allait laisser la foule sous le choc. Sa femme se tenait non loin, les mains posées sur son ventre de femme enceinte. Elle portait une longue robe fluide, élégante mais modeste, son visage pâle mais ferme. Elle avait supporté sa colère en privé, mais ce jour-là sa fureur éclata au grand jour. Les invités remarquèrent sa mâchoire crispée, la façon dont son verre de vin tremblait dans sa main et la soudaineté de son ton. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait d'une dispute banale, du genre que les couples riches pouvaient se permettre de cacher. Puis le ton monta, sa voix domina la brise marine, chaque mot imprégné de venin. Les invités tentèrent de détourner les yeux. Ils chuchotaient, se déplaçaient nerveusement comme si leur silence pouvait dissoudre la tension. Pourtant, leur téléphone était déjà dans leurs mains. Certains filmaient discrètement en feignant de vérifier des messages, d'autres tenaient leur caméra bien en vue. Ils pressentaient ce qui allait arriver. « Etzela arriba !» Le millionnaire hurla, son visage tordu de rage. Il leva la main, non pour frapper, mais pour la pointer comme si elle était une intruse dans son univers. Il l'accusa d'irrespect, d'oser le défier, d'oser exister en dehors de son ombre. L'épouse ne dit rien. Elle le regarda avec une force silencieuse, ses doigts se crispant contre son ventre, son corps tremblant, mais ses yeux demeurant inébranlables. Cette défiance l'enragea encore davantage. Il s'approcha, ses pas résonnant sur le pont verni, son bras décrivant un large geste, comme pour la balayer d'un mot. Mais les mots ne suffisaient pas pour lui. Il saisit son épaule et d'une poussée violente la projeta en arrière. Des exclamations jaillirent de la foule tandis que son corps glissait du pont. Le bruit de l'éclaboussure couvrit toute musique. L'océan l'engloutit en un instant. Un silence suspendu suivit. La fête s'arrêta. Les verres restèrent figés en l'air. Les conversations s'interrompirent. Les rires s'étouffèrent. Tous les regards convergèrent vers l'endroit où elle avait disparu. Sa robe flotta un instant, silhouette pâle sur l'eau sombre, avant de s'enfoncer sous les vagues. Des cris éclatèrent. Quelqu'un appela à l'aide. Les membres d'équipage se précipitèrent, jetant des bouées, scrutant désespérément la mer. Les invités penchés au-dessus des rambardes continuaient de filmer, leurs voix affolées. Le yacht n'était plus un lieu de glamour. Il était devenu une scène d'horreur. Et pourtant, le millionnaire resta immobile. Il ajusta sa veste, son expression dure, comme si rien ne s'était produit. Il donna un ordre sec à l'équipage, leur intimant de poursuivre la soirée. Sa voix était calme désormais, mais ce calme n'était pas la paix. C'était de l'arrogance, une déclaration qu'il avait le pouvoir d'effacer ce que la foule venait de voir. Mais il se trompait. Chaque cri, chaque éclaboussure, chaque souffle horrifié avait été capté par les caméras de ses invités. En quelques minutes, ces images se propageraient à travers le monde numérique. Des millions verraient, des millions jugeraient. Et l'acte qu'il croyait réduire sa femme au silence allait devenir l'étincelle de sa chute. L'eau n'avait pas encore retrouvé son calme que le poids du silence retomba sur le yacht. Certains espéraient que ce qu'ils avaient vu était une erreur, un malentendu, quelque chose qui pouvait s'expliquer. Mais il n'y avait pas d'erreur. Un millionnaire venait de pousser sa femme enceinte dans l'océan sous leurs yeux.
La vérité était trop tranchante, trop réelle, et l'assemblée entière en ressentait la morsure. Les téléphones se levèrent plus haut. Ce qui avait commencé comme des enregistrements discrets devint des diffusions ouvertes. Les écrans s'illuminèrent tandis que les invités envoyaient des extraits sur les réseaux sociaux. Le son des cris et des voix paniquées emplissait l'air, chaque image fixant l'horreur brute de l'acte. Déjà les mots dièses se répandaient, les noms circulaient comme des étincelles prêtes à allumer un incendie. Le monde regardait, et le yacht devenait une scène de déshonneur. L'équipage réussit à sortir la femme des vagues, mais le mal était fait. Elle fut ramenée sur le pont, ses cheveux trempés, son visage pâle, son corps tremblant. Elle cracha l'eau de mer, serrant son ventre tandis que sa robe collait à sa peau. Les caméras se fixèrent sur sa silhouette fragile. Aucune richesse ne pouvait cacher l'image d'une femme jetée à la mer par l'homme qui avait juré de la protéger. Le millionnaire se tourna, son visage froid et impassible, comme si rien ne s'était passé. Il aboya des ordres aux invités, leur demandant de se calmer, de reprendre leurs verres, de feindre qu'aucun incident n'avait troublé la fête. Son arrogance était non seulement choquante, mais humiliante pour tous les présents. Il agissait comme si sa femme n'était pas un être humain, mais un objet jetable. Les chuchotements se transformèrent en murmures de colère. Certains ne pouvaient croire à tant d'audace. D'autres étaient trop sidérés pour bouger, leurs mains tremblant en tenant leur téléphone. Les vidéos capturaient chaque détail, la poussée, l'éclaboussure, les cris, l'ordre glacial de poursuivre la fête. Quand le yacht revint au port, les images étaient déjà virales. Des millions d'inconnus allaient bientôt les regarder avec stupeur. L'humiliation ne résidait pas seulement dans l'acte. Elle se trouvait dans son refus de montrer le moindre remords, dans la manière dont il redressa sa cravate et esquissa un sourire face au chaos. Elle se voyait dans les regards cruels qu'il lança à sa femme pendant qu'on la couvrait de couverture. Ses yeux disaient qu'elle n'était rien, que jamais on ne la croirait contre lui. Mais la foule la croyait. Ils avaient vu, ils avaient enregistré, et leur silence ne pouvait effacer la vérité désormais gravée sur d'innombrables écrans. L'humiliation devenait publique, non pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce que son arrogance l'avait aveuglé au pouvoir des témoins. À terre, la nouvelle se propagea plus vite que la marée. Les réseaux sociaux s'emplirent de vidéos, de commentaires, d'indignation. Les titres annonçaient le millionnaire qui avait poussé sa femme enceinte dans l'océan. Les présentateurs débattaient de son caractère, les analystes questionnaient son empire, les inconnus réclamaient justice. Le monde ne célébrait plus sa fortune, il condamnait sa cruauté. L'épouse, fragile et bouleversée, fut installée dans une ambulance tandis que les caméras la suivaient. Son humiliation n'était plus privée. Elle était partagée par des milliers puis des millions de personnes à travers les images de son corps trempé et de ses mains tremblantes qui circulaient sur les écrans du monde entier. Elle avait été humiliée par son mari, mais son arrogance avait retourné cette humiliation contre lui. Ainsi, ce qu'il croyait être une démonstration de contrôle devint l'inverse. Son image de puissance commença à s'effondrer, non seulement à cause de l'acte, mais parce qu'il avait été vu. Le monde avait vu l'instant où il avait arraché la dignité de sa femme. Le monde avait entendu l'éclaboussure, et le monde n'oublierait pas. Les lumières de l'hôpital étaient froides et implacables. Les néons bourdonnaient au-dessus, projetant leur éclat pâle sur la pièce stérile. Les machines émettaient de doux bips, mesurant chaque souffle fragile, chaque frémissement de vie en elle. La femme reposait sur le lit étroit, ses cheveux encore humides de la mer, son visage vidé de toute couleur. Elle serrait son ventre comme si ses bras seuls pouvaient protéger l'enfant à naître de la violence qui venait de briser son monde. L'humiliation du yacht résonnait encore dans son esprit, mais désormais il n'y avait que le silence. Pas de foule, pas de caméra, pas de flash. Seulement le bruit de sa respiration saccadée, le sel de l'océan collait à sa peau, mêlé aux larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle avait toujours connu son tempérament, elle avait toujours su le danger, mais jamais elle n'avait imaginé qu'il la pousserait au bord de la vie et de la mort devant le monde entier. Ses parents étaient assis à proximité, leur visage marqué par l'inquiétude et la douleur. Sa mère joignait les mains, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Son père restait figé sur sa chaise, les poings serrés jusqu'à en blanchir les jointures.
Ils avaient vu l'horreur de leurs propres yeux, leur fille tombant dans la mer, leur petit enfant presque perdu avant même de naître. Pourtant, malgré leur fureur, ils demeuraient immobiles, car la colère pouvait attendre. Sa survie ne le pouvait pas. Les médecins entraient et sortaient de la chambre avec une urgence contenue. Ils parlaient en termes cliniques, évoquant la tension, l'oxygène, les facteurs de risque. Chaque mot pesait sur son cœur comme une charge. Repos, disait-il. Surveillance, avertissait-il. Risque, répétait-il. Elle acquiesçait, non parce qu'elle comprenait, mais parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Chaque consigne était un ordre vital. Elle restait immobile, l'esprit tourbillonnant. La douleur traversait son corps, vive et implacable, mais la plus grande douleur était invisible. C'était la douleur de la trahison, de l'humiliation, de savoir que l'homme en qui elle avait cru l'avait traitée non comme une partenaire, mais comme un obstacle. À ses yeux, elle était jetable. Dans ses mains, elle avait été rejetée. Pourtant, même dévorée par la souffrance, elle refusait de céder. Elle ne pleurerait pas devant ses parents. Elle ne leur montrerait pas l'étendue de son désespoir. Elle tourna le visage vers le mur, cachant ses lèvres tremblantes, avalant chaque sanglot qui menaçait de s'échapper. Son silence devint son bouclier, sa manière de conserver le dernier fragment de dignité qu'il avait tenté de lui arracher. À l'extérieur de l'hôpital, le monde s'embrasait. Les médias diffusaient sans cesse les images. Les inconnus débattaient en ligne, réclamant des comptes. Les commentateurs parlaient de cruauté, de pouvoir, de justice. Mais à l'intérieur de la chambre, elle savait qu'aucun de ces débats ne pouvait effacer la vérité qui pesait sur sa poitrine. Elle avait été blessée, son enfant avait été mis en danger, et l'homme responsable croyait encore garder le contrôle. Ses parents murmuraient entre eux, partagés entre l'envie de la réconforter et la crainte de trop parler. Ils voulaient la justice, mais ils voulaient aussi la paix. Ils voulaient son repos, mais ils savaient que le repos seul ne suffirait pas à guérir ce qui avait été brisé. Ils restaient proches, non par les mots mais par leur présence, comme si leur silence pouvait recoller les morceaux de son cœur. La femme ferma les yeux. Dans ce silence, elle se sentit à la fois brisée et inébranlable. Son corps était faible, son esprit ébranlé, mais au plus profond d'elle-même, quelque chose de plus fort prenait racine. Elle ne le savait pas encore, mais sa souffrance n'était pas la fin, c'était le commencement. Dans les profondeurs de l'humiliation et de la douleur, une graine de résolution fut plantée. Et même si elle ne l'exprima pas à voix haute, le silence de cette chambre portait le premier souffle d'un serment qu'un jour elle se relèverait. Tandis que le monde débattait de la cruauté de l'acte, la femme reposait en silence. Elle guérissait non seulement son corps, mais aussi sa détermination. Elle n'était pas une victime ordinaire. Derrière le visage pâle sur le lit d'hôpital, derrière le corps fragile qui serrait son ventre, vivait une vérité que son mari n'avait jamais voulu découvrir. Il la croyait impuissante. Il la croyait dépendante de sa richesse et de son statut. Mais la réalité était bien plus dangereuse pour lui. Elle n'était pas seulement son épouse. Elle était la fille d'un titan mondial, l'unique héritière d'un empire financier qui s'étendait sur plusieurs continents. Depuis l'enfance, elle avait été formée au langage du pouvoir, des conseils d'administration et des bilans. Elle avait traversé des bureaux où des fortunes se faisaient et se défaisaient en une décision. Elle avait écouté son père parler d'alliance, de levier, du poids d'une signature. Ce que son mari n'avait jamais compris, c'est que son empire n'était pas véritablement le sien. Il reposait sur des fondations construites par sa famille. L'ironie était cruelle. La société même qui lui avait donné sa fortune, les accords qu'il avait propulsés sous les projecteurs, tout cela dépendait d'actions et de votes qui ne lui appartenaient pas, mais qui appartenaient à elle. Il avait marché dans le monde comme s'il était intouchable, sans jamais soupçonner que la femme silencieuse à ses côtés détenait les clés de sa richesse. Ses parents, assis dans le silence de la chambre, connaissaient bien cette vérité. Son père, bien qu'immobile, portait la trempe d'un homme qui avait mené des batailles dans des salles de conseil plus redoutables que n'importe quel tribunal. Il avait regardé en silence les médias présenter son gendre comme un roi. Il avait attendu, sachant que l'arrogance finit toujours par s'effondrer.
À présent, il voyait sa fille brisée, mais il savait aussi ce qui se cachait derrière son silence. Il savait qu'elle détenait le pouvoir d'effacer l'homme qui l'avait humilié. Les médecins parlaient à voix basse. Les journalistes s'agitaient dehors. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Mais à l'intérieur de l'hôpital, une autre préparation prenait forme. Une tempête cachée se rassemblait. La femme demanda des dossiers, son avocat, les conseillers les plus proches de son père. Sa voix était douce, mais ses mots délibérés. Elle voulait de la documentation, elle voulait des preuves, elle voulait tout ce qui rappellerait à son mari la vérité qu'il avait méprisée. Sa mère pleura doucement, craignant l'impact sur la santé fragile de sa fille. Mais les yeux de celle-ci brillaient d'une lumière plus forte que la douleur. Elle ne se voyait plus comme une victime. Elle se souvenait de qui elle était. Chaque signature portant son nom, chaque certificat d'action lié à son poids, chaque clause dissimulée dans les contrats ignorés par son mari formait une arme plus tranchante qu'une lame. Son mari continuait de parader dans les journaux, moquant son absence, apparaissant dans des clubs et des fêtes avec sa maîtresse, riant comme si rien ne s'était passé. Il croyait que le scandale passerait, que sa richesse le protégerait, que son épouse resterait silencieuse. Il ne voyait pas le piège se refermer autour de lui. Il ne comprenait pas que le silence qu'il méprisait n'était pas une faiblesse. C'était un calcul. Pour l'instant, le monde la voyait encore comme la femme fragile poussée à la mer. On la plaignait, on la soutenait, mais bientôt, on verrait autre chose. Bientôt, on apprendrait que la femme qui avait survécu à l'humiliation n'attendait pas d'être sauvée. Elle se préparait à reprendre tout ce qu'il croyait sien. Et quand cette vérité éclaterait enfin, ce ne serait pas seulement lui qui serait ébranlé. Ce serait l'image même de pouvoir qu'il avait construite qui se briserait. L'homme qui paraissait autrefois intouchable découvrirait que la plus grande menace pour son empire avait toujours été couchée à ses côtés. La chambre d'hôpital, qui autrefois résonnait de silence, portait désormais des murmures de stratégie. La femme n'était plus la silhouette tremblante arrachée à la mer. Elle restait faible, encore fragile dans son corps, mais son esprit était plus affûté que jamais. Chaque respiration lui rappelait ce qui était en jeu. Chaque battement de l'enfant en elle lui rappelait pourquoi elle ne pouvait pas rester muette. Elle appela son avocat, pas n'importe quel juriste, mais celui qui avait accompagné sa famille depuis des décennies, un homme qui connaissait la structure cachée de l'empire que son mari croyait contrôler. Il arriva discrètement, son costume simple, son allure posée, mais sa mallette contenait le poids de longues années de secrets. Il s'assit à son chevet, écouta attentivement ses paroles et acquiesça. Il ne voyait pas une victime devant lui. Il voyait une cliente prête à combattre. Son père les rejoignit, présence solide comme un mur de force. Il parla peu, mais ses yeux brûlaient d'une fureur contenue. Pendant des années, il avait laissé son gendre savourer l'illusion du pouvoir. Il l'avait laissé parader sur les scènes, serrer la main de politiciens, sourire aux caméras. Mais à présent, le masque était tombé. L'arrogance de cette poussée dans l'océan avait tout révélé. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était la guerre. Les documents furent étalés sur la table. Contrats, certificats d'action, comptes rendus de conseil d'administration. Chaque page racontait une histoire que son mari avait ignorée. Il avait signé sans lire, trop orgueilleux pour imaginer que son épouse détenait le vote décisif. Il avait déplacé de l'argent par des canaux secrets, pensant que nul ne le remarquerait. Mais la trace écrite était claire. Sa cupidité avait écrit sa chute. La femme étudia chaque ligne avec une détermination calme. Elle marquait des passages de ses doigts tremblants, son avocat expliquant chaque clause d'une voix régulière. Les preuves de malversation financière s'accumulaient, pièce après pièce, dessinant bientôt un tableau incontestable. Comptes cachés, sociétés, écrans, factures gonflées. L'empire qu'il exhibait reposait non seulement sur l'arrogance, mais aussi sur la fraude. La nuit, lorsque l'hôpital se plongeait dans le calme, elle passait des appels. Des alliés de confiance issus du réseau de son père répondaient, prêts à agir au moment venu. Certains étaient des journalistes qui attendaient des preuves. D'autres des enquêteurs financiers qui soupçonnaient depuis longtemps la corruption. Tous acceptèrent de garder le silence. Le moment était essentiel. Trop tôt, ils fuiraient. Trop tard, ils détruiraient davantage.
Pendant ce temps, son mari devenait plus bruyant en public. Il apparaissait dans des clubs, sa maîtresse à ses côtés, riant devant les caméras comme si rien ne l'avait atteint. Il se moquait de l'indignation en ligne, affirmant que le monde exagérait. Il assurait à ses investisseurs que le scandale passerait. Il rejetait son épouse comme faible, brisée, insignifiante. Chaque mot qu'il prononçait nourrissait le feu de sa future destruction. Mais la femme ne lui répondit pas publiquement. Elle resta silencieuse, le laissant croire à sa victoire. En vérité, elle construisait une forteresse de preuves, d'alliés et d'autorité légale. Son silence n'était pas une reddition. C'était la préparation avant l'assaut. Chaque visiteur de sa chambre repartait avec des instructions. Chaque dossier qu'elle touchait était marqué, copié, conservé. Elle n'était pas pressée. Elle calculait. Elle connaissait trop bien son mari. Son orgueil l'aveuglerait jusqu'à la fin. Cet aveuglement serait son arme. Le commencement de la rétribution n'était pas bruyant. Il n'était pas dramatique. Il était silencieux, patient, délibéré. C'était le calme avant la tempête, l'accumulation des nuages à l'horizon. Le monde la plaignait encore, mais bientôt, il la verrait autrement. Bientôt, la femme jetée à la mer se lèverait avec la marée, portant le poids de la justice dans ses mains. Tandis qu'elle guérissait dans le silence et bâtissait son dossier dans l'ombre, son mari paradait dans la ville comme s'il avait déjà gagné. Le scandale qui brûlait sur les écrans du monde semblait l'alimenter plutôt que le couvrir de honte. Pour lui, l'indignation n'était qu'un bruit de fond. Il était convaincu que la richesse pouvait enterrer la vérité et que le pouvoir pouvait étouffer le jugement. Aux fêtes et dans les clubs, il apparaissait avec sa maîtresse. Elle portait des diamants achetés avec de l'argent détourné, son rire tranchant et moqueur sous les flashs. Ensemble, ils posaient comme intouchables. Il murmurait à ses investisseurs que son épouse était fragile, qu'elle ne se relèverait jamais, qu'elle disparaîtrait bientôt dans l'oubli. Il affirmait qu'elle n'avait ni influence, ni force, ni allié. On le croyait, car il parlait avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais affronté de conséquences. Son arrogance gonflait à chaque gros titre. Quand des journalistes l'interrogeaient sur l'incident du yacht, il souriait avec mépris. Il affirmait que c'était exagéré, que son épouse avait glissé, que les invités avaient mal compris. Il rejetait les vidéos comme truquées, montage d'ennemis jaloux de son succès. Il défiait le monde de le contester, se dressant devant les micros avec l'assurance d'un homme qui se pensait invincible. Sa maîtresse se nourrissait de cette confiance. Elle ridiculisait ouvertement l'épouse, disant à ses amis qu'elle était le nouveau visage de l'Empire. Elle promettait que bientôt, le monde oublierait la femme fragile alitée à l'hôpital. Elle croyait coiffer une couronne, remplacer une reine écartée. Son arrogance reflétait la sienne, nourrissant son orgueil et l'aveuglant davantage. Pourtant, sous le vernis, des fissures apparaissaient. Les investisseurs qui acclamaient autrefois chacun de ses gestes hésitaient désormais. Les banques commençaient à s'interroger sur les irrégularités de ses comptes. Des journalistes murmuraient l'existence de scandales plus profonds. Mais il balayait tout cela. Il se disait que le monde s'était toujours incliné devant lui et qu'il en serait toujours ainsi. Il paradait dans ses bureaux, rappelant à ses employés son autorité, menaçant quiconque osait remettre en question ses ordres. Il doublait les dépenses somptueuses, organisant des banquets, dressant des pyramides de champagne, se vantant que rien ne pourrait l'abattre. Plus le monde doutait, plus il affichait sa grandeur. Chaque acte était un théâtre, chaque sourire un masque, chaque rire une proclamation de sa prétendue invincibilité. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était le silence de son épouse. Il le prenait pour de la faiblesse. Il croyait que son absence publique signifiait l'abandon. Il n'imaginait pas que ce silence était rempli de préparation, que chaque jour de mutisme resserrait davantage le nœud autour de son empire. Les invités qui avaient assisté à l'incident du yacht s'en souvenaient. Leurs enregistrements circulaient encore. Les réseaux sociaux n'oubliaient pas. L'humiliation se rejouait sur les plateformes, vue des millions de fois, partagée par des inconnus sans lien avec eux. Le monde n'était pas indulgent. Mais il se persuadait que tout finirait par s'effacer, que les gens passeraient au prochain scandale. Il croyait que le temps était son bouclier. En vérité, le temps était son ennemi. Tandis qu'il devenait imprudent, elle devenait patiente. Tandis qu'il étalait son arrogance, elle amassait sa force.
Chacune de ses apparitions publiques, chacune de ses vantardises devant la presse, chaque mot cruel contre elle était le carburant du feu qui allait le consumer. L'arrogance du traître n'était pas seulement sa perte, c'était la scène sur laquelle sa destruction serait exposée. Il avait écrit son propre rôle, celui d'un roi qui se riait de la tempête. Ce qu'il ignorait, c'est que la tempête existait déjà, avançant silencieusement, sûrement et inévitablement vers lui. L'arrogance du millionnaire avait atteint son apogée, mais l'arrogance seule ne suffisait pas. Il voulait davantage. Il voulait l'acte final d'humiliation, le coup qui écraserait totalement son épouse. Dans son esprit, le scandale s'était déjà dissipé. Dans son esprit, sa richesse et son pouvoir avaient réduit le bruit au silence. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que le monde n'avait pas oublié. Et elle non plus. Il convoqua la presse pour une petite conférence. Les caméras affluèrent, les micros couvraient la table, et les journalistes se penchèrent, prêts à entendre ses paroles. Son épouse se rétablissait encore, silencieuse, cachée du regard public. Il pensait que c'était l'occasion d'enterrer sa réputation pour toujours. Avec un sourire confiant, il annonça sa décision. Il demandait le divorce. Il romprait publiquement avec elle, et il le ferait avec des mots assez tranchants pour percer sa dignité. Il la décrivit comme faible, fragile, indigne de son nom. Il dit au monde qu'elle avait toujours dépendu de lui, qu'elle n'avait rien apporté à son empire, qu'elle était un fardeau porté par pitié. Il se moqua de sa maladie, rit de son silence et la défia de répondre. Les caméras enregistrèrent chaque mot, et l'audience qui regardait partout dans le monde ressentit la cruauté de sa voix. À ses côtés, sa maîtresse se tenait fièrement, souriant aux caméras, comme si le trône lui appartenait déjà. Elle s'appuya sur son épaule, ses bijoux captant la lumière, ses yeux scintillant d'arrogance. Ensemble, ils offraient l'image d'un triomphe, d'une trahison officialisée. Pour eux, c'était la victoire. Pour le monde, c'était du poison. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était publique, délibérée, impitoyable. L'homme qui avait juré de protéger son épouse la ridiculisait désormais devant des millions de témoins. Il pensait contrôler le récit. Il croyait que les gens le croiraient grâce à sa fortune et à son pouvoir. Mais la réaction ne fut pas celle qu'il attendait. La foule dehors cria sa colère. Les manifestants brandirent des pancartes exigeant justice, leur voix résonnant dans les rues. En ligne, les vidéos circulèrent à nouveau, accompagnées cette fois de ces paroles cruelles. Son image, autrefois polie et intouchable, se consumait sous la tache de l'arrogance et de la trahison. Même ceux qui l'avaient soutenu commencèrent à douter de sa moralité. Les investisseurs devinrent inquiets. Les partenaires d'affaires détournèrent le regard. Dans sa chambre d'hôpital, la femme regardait la retransmission en silence. Ses parents étaient assis à ses côtés, leur visage se durcissant à chaque mot. Elle ressentit la morsure de la trahison, plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Mais elle ressentit aussi autre chose. Sa cruauté ne la brisait plus, elle la nourrissait. Chaque insulte, chaque mensonge, chaque déclaration arrogante devenait une brique de plus dans le mur qu'elle construisait contre lui. L'avocat à ses côtés prenait des notes. Chaque phrase prononcée lors de cette conférence devenait une preuve, une arme de plus dans l'arsenal qu'il préparait. Son arrogance l'avait aveuglé au point de ne pas voir qu'il lui offrait lui-même les outils pour le détruire. La trahison était profonde, mais elle révélait aussi la vérité au monde. On ne la voyait plus comme une victime silencieuse. On la voyait comme une femme trahie, une mère humiliée, une figure qui méritait justice. La sympathie qui grandissait autour d'elle n'était plus seulement de la pitié, c'était de l'indignation. Une indignation qui exigeait des comptes. Le millionnaire quitta les caméras persuadé d'avoir gagné. Il croyait l'avoir effacée. Il pensait que sa trahison l'avait réduite au silence pour toujours, mais il se trompait. Ce qu'il avait fait n'était pas la fin, c'était l'étincelle avant l'explosion. La trahison ultime n'était pas seulement une blessure, c'était un tournant. Et bientôt, l'homme qui croyait avoir enterré son épouse découvrirait que la trahison porte toujours un prix et que le sien approchait rapidement. Le jour de la grande conférence économique arriva. La salle était remplie de dirigeants, d'investisseurs et de journalistes.
Les caméras entouraient la scène, prêtes à capturer chaque mot susceptible d'ébranler les marchés et de changer les destins. Pendant des semaines, le millionnaire avait marché avec fierté, affirmant que son épouse était partie, qu'elle était muette, qu'elle n'avait plus aucun pouvoir. Mais ce jour-là, dans cette salle, son illusion allait se briser. Le public se tut quand les lumières baissèrent. L'animateur appela le prochain intervenant, et un souffle de stupeur parcourut la salle. C'était elle, la femme que l'on croyait brisée, l'épouse jetée à la mer, la figure qui l'avait moquée et humiliée. Elle monta sur scène avec une grâce mesurée, sa robe sombre flottant avec autorité, son regard ferme. Toutes les caméras se tournèrent, tous les téléphones s'élevèrent. Le silence était électrique. Le millionnaire se figea à son siège. Son sourire s'effaça, remplacé par l'incrédulité. Sa maîtresse bougea nerveusement, sentant l'orage. Le public se pencha, conscient d'assister à un moment historique. Elle posa une pile de documents sur le pupitre. Sa voix, calme mais résolue, résonna dans la salle. Elle ne cria pas, elle n'en avait pas besoin. Chaque mot était assez tranchant pour fendre l'air. Elle révéla des preuves de malversation financière, des comptes cachés, des transferts frauduleux, des contrats signés sous de faux prétextes. Les écrans derrière elle s'illuminèrent, montrant ses signatures, ses combines exposées au monde entier. Des exclamations parcoururent la salle, les journalistes écrivant frénétiquement, les caméras zoomant sur chaque page. Elle ne s'arrêta pas là. Elle diffusa les images de la nuit sur le yacht, brutes, indéniables. La foule revécut l'horreur, la poussée, l'éclaboussure, l'ordre glacial de poursuivre la fête. Chaque détail projeté sur les écrans géants détruisait les derniers fragments de sa défense. Puis vint le coup final. Elle déclara son identité, non comme épouse dépendante, mais comme héritière et actionnaire majoritaire du véritable empire qu'il prétendait posséder. Elle présenta des certificats de propriété, des documents légaux et des résolutions du Conseil confirmant son contrôle. L'entreprise, la fortune, le pouvoir, tout portait son nom, pas le sien. La salle explose. Les reporters crièrent des questions. Les investisseurs murmurèrent d'incrédulité. Son empire n'était donc pas à lui. L'homme qu'il avait ridiculisé, qu'il avait rejeté, qui avait exhibé sa maîtresse comme remplaçante, restait là, pâle et muet. Il avait été détrôné en public, son arrogance écrasée sous le poids de la vérité. Ses parents se levèrent de leur siège au premier rang, rappelant qu'elle n'était pas seule. Ils se dressèrent comme des piliers de force, témoins du moment où leur fille reprenait sa dignité et son pouvoir. Le public, autrefois sceptique, applaudit. Certains se levèrent, frappant des mains avec respect, d'autres avec soulagement. La justice, au moins en partie, se déroulait sous leurs yeux. Le millionnaire tenta de se lever, de parler, mais sa voix fut noyée par la foule. Il voulut saisir le micro, mais les journalistes criaient plus fort, leurs questions coupant son effort de reprise. Sa maîtresse s'éclipsa discrètement, son sourire disparut, ses bijoux soudain vides de sens. La femme ne jubila pas. Elle ne sourit pas avec arrogance. Elle resta droite, posée, inébranlable. Son silence à l'hôpital avait été mal interprété, son absence du public mal calculée. Ce n'était jamais de la faiblesse, c'était une stratégie. Le renversement inattendu était total. L'homme qui se croyait intouchable était désormais acculé, ses mensonges dévoilés, sa fortune glissante entre ses doigts. La femme qui l'avait trahi était passée de l'humiliation au triomphe, et le monde entier en fut témoin. La salle de conférence avait été témoin de la chute, mais la justice ne s'arrêtait pas aux applaudissements. La vérité avait été dite, les preuves avaient été révélées, et la machine des conséquences se mettait en marche. Quand les caméras cessèrent de crépiter, quand le public quitta la salle encore plein d'incrédulité, les autorités entrèrent en action. Elles portaient des papiers frappés du sceau de l'État. Elles portaient des ordres qu'aucun silence ne pouvait effacer. En quelques heures, les enquêteurs pénétrèrent dans les bureaux du millionnaire. Ils ne frappèrent pas à la porte, ils n'arrivèrent pas en invités, ils arrivèrent comme exécuteurs de la loi. Les employés se figèrent à la vue des insignes et des uniformes qui remplissaient le hall.
Les documents furent saisis, les ordinateurs emportés, les dossiers cachés derrière des portes verrouillées furent mis en lumière. Son empire, autrefois protégé par l'arrogance et l'intimidation, devenait vulnérable. Les banques reçurent des appels, les comptes furent gelés, les propriétés furent mises sous saisie, les transactions qui circulaient librement s'arrêtèrent brusquement. Ce qui avait demandé des années à bâtir commença à s'effondrer en une seule journée. Les écrans qui affichaient autrefois des profits croissants clignotaient désormais en rouge, signalant des pertes. Les investisseurs se retirèrent, un par un, leur confiance brisée par les révélations. Les médias ne relâchèrent pas la pression. Les gros titres criaient la trahison, la fraude et l'abus. Son visage, autrefois admiré, apparaissait désormais sous des bannières de déshonneur. Les journaux télévisés répétaient ses paroles, ses insultes, son arrogance, à côté des images de son épouse, tenant fermement les documents de vérité. L'opinion publique n'était plus divisée. Elle était unie contre lui. Ses alliés disparurent. Les avocats hésitèrent à répondre à ses appels. Les partenaires d'affaires évitèrent son nom. Même sa maîtresse, autrefois fière d'être à ses côtés, disparut de son manoir sans un mot. L'arrogance qu'il avait portée à travers chaque scandale l'abandonnait désormais. Il n'était plus qu'un homme isolé, abandonné, méprisé. Pendant ce temps, les tribunaux se préparaient, les poursuites s'accumulaient d'heure en heure, plaintes civiles, enquêtes criminelles, actions d'actionnaires. Chaque affaire était un fil, et ensemble, elles formaient une corde qui l'entraînait vers le bas. Les juges signaient des ordonnances, les procureurs rassemblaient des témoins, et les fondations de son empire se changeaient en sable sous ses pieds. L'humiliation commencée sur un yacht s'achevait désormais devant la loi. Il s'était cru intouchable, mais le bruit du marteau du juge était plus fort que sa voix. Son nom, autrefois prononcé avec respect, devenait une mise en garde. Il n'était plus un symbole de richesse, il était un symbole d'arrogance châtiée. La femme observait depuis le calme de sa maison, entourée de ses parents et de ses alliés de confiance. Elle ne souriait pas de sa chute, elle n'en avait pas besoin. Voir la justice avancer rapidement lui suffisait. Elle savait que le chemin n'était pas fini, mais elle savait aussi que la marée avait tourné. Il n'était plus le prédateur, il était la proie. La ville, autrefois aveuglée par son charme, le voyait enfin clairement. Des foules se rassemblaient devant les tribunaux avec des pancartes exigeant des comptes. Des journalistes campaient devant son manoir, capturant chaque faux pas, chaque tentative désespérée de reprendre le contrôle. L'homme qui avait autrefois jeté sa femme à la mer se noyait désormais dans le poids de sa propre corruption. La justice n'était pas douce, elle lui arracha richesse, réputation et autorité. Elle le laissa exposé, vulnérable, méprisé. Et pour la première fois de sa vie, il faisait face à un monde qui ne pliait pas à sa volonté. Le jugement ne se résumait pas à la perte d'argent ou de statut. C'était l'effondrement d'un empire construit sur la cruauté et le mensonge. Et le monde, qui regardait attentivement, comprit le message. L'arrogance a des limites, le pouvoir a des frontières, et aucun homme, aussi riche soit-il, ne peut échapper éternellement à la marée de la vérité. La tempête du scandale et du jugement s'était apaisée, mais ses échos demeuraient. Le manoir autrefois, rempli d'arrogance, se tenait désormais vide. L'empire bâti sur la cupidité s'était réduit en poussière. Ce qui restait n'était pas son pouvoir, mais sa force à elle. Et tandis que le soleil se levait à l'horizon, l'histoire n'appartenait plus à l'homme déchu. Elle appartenait à la femme qui avait enduré, qui avait survécu et qui s'était relevée. Elle marchait lentement le long du rivage, le sable doux sous ses pieds, l'océan calme comme une offrande de paix après le chaos. Les vagues qui avaient autrefois menacé de la consumer caressaient maintenant doucement ses chevilles. Sa main reposait sur son ventre, sentant le rythme tranquille de la vie en elle. Chaque pas était assuré, une déclaration qu'elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Elle était l'héritière d'un héritage de pouvoir et surtout la gardienne d'un avenir qui ne serait pas façonné par la cruauté. Ses parents marchaient à ses côtés, leur présence ferme et protectrice. La main de sa mère effleurait son bras, un geste silencieux de réconfort.
Son père avançait avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait vu la justice triompher, ses yeux fiers et humbles à la fois. Ensemble, ils formaient une image d'unité, une famille restaurée après la tempête. La ville, qui autrefois colportait des rumeurs, prononçait désormais son nom avec respect. Les journalistes qui l'avaient douté louaient maintenant sa force. Les inconnus qui la plaignaient la voyaient comme un symbole de résilience. Elle avait subi l'humiliation devant le monde, mais elle ne s'était pas laissée briser. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir, son silence en stratégie, sa souffrance en force. Au loin, les cris des mouettes emplissaient l'air, leurs appels résonnant au-dessus des vagues. Elle s'arrêta, regardant l'horizon où le soleil peignait l'eau d'or. Cet océan qui avait failli lui prendre la vie reflétait désormais son triomphe. Il ne représentait plus la peur, il représentait le renouveau. Elle pensa à l'homme qui l'avait trahi, dépouillé de sa fortune, de ses alliés, de sa réputation. Elle ne ressentit aucun besoin de vengeance à cet instant. Sa chute était complète, et elle venait de lui-même. Il avait écrit son histoire avec arrogance, et il en avait payé le prix. Elle n'avait pas besoin de se retourner vers lui. L'avenir était devant elle, brillant de la promesse d'une nouvelle aube. L'enfant en elle bougea, un léger frisson sous sa main. Elle murmura doucement, ses paroles emportées par la brise marine. Des promesses d'amour, de protection, d'une vie définie non par la douleur, mais par l'espérance. Elle élèverait cet enfant avec les leçons qu'elle avait apprises, des leçons de courage, de justice et de dignité. Alors que les vagues effleuraient ses pieds, elle ferma un instant les yeux. Le silence n'était plus lourd. Il était paisible. Elle inspira profondément, emplissant ses poumons d'air salin et de force. Elle savait que la route ne serait pas simple. Le pouvoir vient toujours avec des responsabilités, mais elle savait aussi qu'elle était prête. La fin triomphale ne se résumait pas à la justice rendue ou à un empire reconquis. Elle incarnait une femme qui avait refusé d'être effacée. Elle incarnait une famille debout dans la lumière de l'aube. Et elle incarnait un avenir, symbolisé par l'enfant qu'elle portait, qui naîtrait de la vérité et non du mensonge. Tandis que le soleil montait plus haut, elle ouvrit les yeux et continua sa marche sur le rivage. Le monde l'avait vue tomber, le monde l'avait vue se relever. Et désormais, le monde se souviendrait d'elle non comme d'une victime, mais comme d'une victorieuse.